When I say stop, don't move. When I say get it, I want all of y'all to go. Hold it now. Bonjour tout le monde. Bonjour. On nous avait dit d'attendre que la musique cesse. Donc, nous voilà. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est assez fabuleux d'entendre tous les gens qui passent ici, les conférenciers. Donc, nous ne sommes pas conférenciers. Non, on s'est dit que ce serait important de vous le dire parce que, effectivement, il y a du gros calibre ici. Nous, on ne fait pas du tout ça dans la vie. Mais on est vraiment content de le faire aujourd'hui. Et on aime les femmes. C'est ça qui est important. Oui, c'est surtout ce qui est important. Et on aime l'égalité. Commençons au début. Il y a 2 ans, aux actualités de 18 heures, j'ai vu à la télévision des gens de l'État islamique capturer un homme en raison de son homosexualité, lui bander les yeux, lui attacher les mains dans le dos, l'amener au sommet d'une tour et le basculer dans le vide. Et moi, ça m'avait vraiment perturbé. À ce moment-là, j'ai appelé un ami auteur, Simon Boulris, au Québec. J'ai dit, écoute, Simon, je viens de voir quelque chose, je lui ai décrit, j'ai dit, moi, j'en reviens pas de tout ce qu'on voit dans les médias. Souvent, on traite de la violence, de l'intimidation, tout ça. Mais j'ai dit, toi, comme moi, on est 2 homosexuels, on a des belles vies. Moi, j'ai été élevé dans le fond d'un rang, avec un père et une mère aimantes, des gens qui avaient la culture du cœur. Bien qu'on trayait des vaches et que j'avais pas de modèle, mes parents m'ont donné assez d'amour pour être moi. Et en écrivant ce livre-là, je me suis arrêté à la femme aussi, parce que en revenant sur les traces de mon enfance, je réalisais que chez moi, on était 5 enfants, donc 3 garçons, 2 filles, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, donc on était 9 autour de la table. Une mère aux prises avec des problèmes de santé mentale. Donc souvent, je comparais ma famille à une équipe de football, parce que des fois, on était 9 sur le terrain, mais des fois, il y en avait une qui manquait. Donc, on portait le ballon à 8 pour 9. Donc, j'ai appris à vivre en collectivité. Et ça m'a amené à me dire, tiens, je les aime tellement, moi, les femmes. J'ai beau être un homosexuel, mais ça n'enlève rien au fait de l'amour que je porte envers elles. Et j'ai pensé à Pénélope. Je lui ai écrit, j'ai dit, écoute, on se connaît depuis 20 ans. Tu es une fille engagée, tu es une fille de ton temps. Tu n'as pas peur de tenir debout puis d'avancer. Je disais, est-ce que tu accepterais avec moi de faire ce voyage-là, autant dans l'intime que dans le collectif? Et elle a accepté. Donc, elle s'est mise dans le trouble. Donc, on a commencé une correspondance, Alain et moi, en janvier 2018, une correspondance qui a duré 10 mois. Donc, exactement sur le même principe que moi aussi, j'aime les hommes, qu'Alain avait fait avec Simon Boulris. Alors, Alain m'a écrit au début du mois de janvier et ça m'a pris... je lui ai répondu le 25 février parce que j'étais tétanisée complètement devant ce qui me semblait être une très lourde responsabilité et je ne savais pas par quel bout prendre parler des femmes. Je suis une militante féministe, je parle féministe depuis toujours. J'ai été élevée par des parents féministes, mais depuis les dernières années, je suis assez chanceuse et j'ai une tête de cochon. Donc, j'ai utilisé... T'es-tu ici? Tête de cochon, c'est têtu. Et donc, j'ai commencé à utiliser les tribunes que j'avais. Donc, moi, je fais surtout les émissions de variété, généralement à caractère un peu plus ludique, un peu plus léger, des grands plateaux où est-ce qu'on s'amuse. Et depuis quelques années, j'ai commencé à revendiquer de plus en plus mon féminisme, haut et fort, d'avoir de plus en plus de conversations avec les gens, les invités, les artistes sur le plateau. Et j'ai trouvé que ça avait une très, très grande résonance. Donc, oui, on a commencé cette correspondance-là. Finalement, bon, on s'est dégelé de part et d'autre. Et c'est vrai qu'on a plongé dans notre intime. Entre autres, Alain, à un moment donné, pendant la correspondance, me demande un peu ou a envie de m'entendre sur pourquoi j'ai pas eu d'enfant. Moi, j'ai pas d'enfant dans la vie. J'ai toujours su que j'en voulais pas parce que quand j'étais petite, ma mère, qui était mariée et qui avait des enfants, me disait « Marie-toi pas, fais pas d'enfant. » Donc, je me suis dit qu'elle savait de quoi elle parlait. J'en ai pas fait. Je me suis pas mariée. Et donc, il y a de ces choses-là dans le livre, évidemment. Peut-être que tout à l'heure, on parlera de la vieillesse.
Sûrement. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous interpellent, qui nous touchent et qui sont essentielles collectivement. Je pense que depuis quelques années, on est, en tout cas au Québec, chez nous, et je pense que c'est la même chose chez vous, dans la 3e ou 4e vague du féminisme. Hein. Et cette fois-ci, on dirait qu'il y a quelque chose qui colle. La première vague était très forte, la 2e aussi, la 3e perdant en ardeur. Et là, il y a eu un mouvement chez nous, il y a peut-être 4-5 ans, qui était un mouvement un peu précurseur du mouvement Moi aussi, du mouvement MeToo, qui était un hashtag aussi, c'était le hashtag agression non dénoncée. Alors, c'est une journaliste de chez nous qui a décidé de partir ce hashtag-là, de raconter son histoire. Et là, il y avait quelque chose, il y a 4-5 ans au Québec, qui c'est comme un feu qui s'est rallumé. Mais malheureusement, vite, les braises sont apparues. Et là, il y a vraiment un mouvement collectif mondial. Il y a quelque chose qui semble coller ou qui veut coller et qui veut être très, vécu très fort et entendu très fort avec ce renouveau féministe-là. Il y a Moi aussi, évidemment, et notamment, entre autres, au Québec, la réponse à Moi aussi, c'est qu'en ce moment même, ces jours-ci, on parle d'une entreprise politique non partisane où les 3 partis au pouvoir se sont mis ensemble pour évaluer la possibilité de créer un tribunal spécialisé pour les violences conjugales et les violences sexuelles. Exactement comme on a un tribunal spécialisé pour la jeunesse. Vous avez ça ici. On a ça ici aussi. Mais on est en train de considérer la question de faire un tribunal spécialisé parce que les victimes, c'est beau leur dire de dénoncer, c'est beau leur dire d'aller voir la police, c'est beau de leur dire de se défendre devant la justice, mais souvent, ça ne mène à rien. C'est décourageant. C'est un processus qui est difficile. On ne les croit pas. Tout le fardeau de la preuve est sur les victimes. C'est difficile. Donc, on est en train d'avoir cette conversation-là dans la foulée de Moi aussi. Donc, ça fait partie des enjeux collectifs desquels on parle. Il y a la politique aussi. On le voit un peu partout en ce moment. Au Québec, on a le plus de femmes élues au Canada. Donc, dans les dernières élections d'octobre dernier, il y a un grand mouvement politique. On le voit aussi à l'échelle mondiale. La politique interpelle de plus en plus les femmes. Et d'ailleurs, chez nous, on dit mairesse. J'ai appris hier parce qu'on, je sais pas trop, c'est ici sur cette scène-ci, on avait un avocat et apparemment entre avocats, même les avocates, vous vous appelez confrères. Donc, je sais, probablement que c'est pas le cas de tout le monde, là. Mais nous, on dit mairesse et on a même élu récemment notre première mairesse trans au Québec. Donc pour toutes ces raisons-là et parce que nos acquis sont fragiles, et parce que même on recule à plusieurs endroits sur la planète, notamment, je pense, aux États-Unis avec l'avortement. Pour toutes ces raisons-là, il y a vraiment quelque chose ensemble, et dans notre intimité, et dans notre collectivité, qu'on a envie de vivre ensemble. Et c'est ça qui nous a rassemblés pour réfléchir un peu comme vous tous et toutes le faites, sauf qu'on a pris le crayon et on s'est écrit sur ces enjeux-là. Tout à fait. Quand j'ai écrit Moi aussi, j'aime les hommes, à un moment donné, dans une correspondance que j'ai écrite à Simon Boulris, je cours, je fais mon jogging et je vois au loin quelque chose par terre. J'ai l'impression que c'est une boîte. Bon, peut-être quelqu'un a fait un déménagement ou il y a une livraison, quoi que ce soit. Et je vois des gens circuler alentour. La cigarette, le cellulaire, tout semble bien aller. Et plus j'avance, je me dis non, c'est pas une boîte, visiblement. Et je réalise que c'est un itinérant qui est par terre. Et j'en reviens pas. Je me mets à genoux, je prends les signes vitaux, j'appelle les pompiers et tout. Bon, le temps que la rescousse arrive, je suis retourné chez moi. J'étais parti pour m'entraîner, mais ça m'avait enlevé mon plaisir de poursuivre ce fait. Et je disais à Simon, j'ai toujours eu un intérêt à comprendre les victimes, bien entendu, autant qu'à comprendre les bourreaux. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, avant tout, c'est ceux qui sont témoins et qui ne font rien. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Et dans l'échange avec Pénélope, au tout début, je relate une histoire qui est arrivée il y a quelques mois en Syrie. J'ai l'impression qu'il y a le vent qui est pogné dans mon micro. Est-ce que vous entendez la brise? Oui. Ça fait pof, pof. Oui. Ouf. Je pense que je vais le tenir. OK, parfait. Hein? Ça vous va? On s'abstient des photos. Et ben voilà. Et dans la correspondance, je dis à Pénélope que, bon, en Syrie, il y a des gens qui donnent de l'aide humanitaire, mais en échange de sévices sexuels.
Et je trouve ça totalement incompréhensible. Ça me défait totalement. J'étais enragé. Et je dis clairement dans le livre, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se retrouve dans un univers de désordre, de fin du monde, de voir des femmes arriver, et peut-être avec leurs enfants derrière elles, puis qui sont en dépression, le soleil a brûlé leur peau, elles ont quitté un pays, la famine, la guerre, en échange de relations sexuelles. Donc, comment peut-on venir en érection devant ce tableau-là? Ça me dépasse à chaque fois. Et tout ça pour dire que... Les témoins. Oui. La responsabilité collective qu'on a de plus en plus, dont on est conscient de plus en plus. Tout à fait. Et à un moment donné, je dis que dans le titre, est-ce qu'on peut avancer ensemble tout le monde? Oui, assurément. Mais la belle histoire dans cet exemple-là, ce ne sont pas les victimes qui se sont levées debout. Ce sont des témoins qui ont dénoncé l'acte. Et à chaque fois que je pense qu'on est témoin, je pense qu'à échelle humaine, chacun d'entre nous, on peut changer le monde. Depuis 40 ans, je fais beaucoup de philanthropie. Et je dis toujours dans des conférences que, oui, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des sous, et c'est vraiment, vraiment important. Il y a des gens qui ont des idées, c'est vraiment important de les partager. Des fois, on a peut-être un ordinateur. Peut-être qu'on peut partager une belle nouvelle. Peut-être qu'on peut partager des nouvelles qui vont faire réfléchir aussi. Donc, je pense qu'à échelle humaine, on peut tout apporter quelque chose de différent. Et dans cette différence-là aussi, je voulais parler d'une femme dont je traite dans une correspondance, qui se nomme Caroline Cody. Caroline est une fille qui a été en affaires partout dans le Canada. Elle a occupé de grands postes et un jour, elle a atteint le plafond de verre et elle a décidé de tout quitter et de créer la gouvernance au féminin. Donc, pour essayer de donner des outils pour que les femmes puissent performer davantage dans leur métier, tout ça, et même qu'elle a mis sur pied la certification parité, qui fait en sorte que quand une femme est employée au sein d'une entreprise, les employeurs s'engagent à lui donner les outils pour qu'elle puisse se rendre jusqu'au plus haut poste de direction. Donc, c'est formidable. Et même si elle travaille d'arrache-pied, actuellement au Canada, 14 des sièges dans les comités d'administration sont occupés par les femmes. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher. Et elle est maintenant un petit peu partout dans le monde à donner des conférences. Et une chose qui a beaucoup attiré mon attention, et j'en parlerai un petit peu plus tard, elle donne des conférences dans les écoles. Et elle dit que pour elle, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'elle dit, les jeunes que je vais rencontrer qui ont 15, 16, 17 ans, c'est eux, tantôt, qui vont écrire l'histoire et c'est eux qui vont engager des gens aussi. Eux et elle, oui, absolument, Caroline. Et moi, je me demandais, as-tu l'impression, toi, qu'il y a des hommes qui sont prêts à laisser leur place aujourd'hui? Pour que les... Il me semble que tu es la bonne fille. Ça, c'est une bonne question parce que parce qu'on parle. Bon, quand Alain et moi, on a décidé, quand Alain m'a demandé de faire ce livre-là, on s'est rencontrés une toute petite heure avant de commencer. C'était d'ailleurs avant moi aussi. Ouais. C'est drôle parce que le titre commence par moi aussi, mais c'était quelques mois avant donc tout cet événement-là. Et on s'est assis, on s'est dit, si on écrit un livre sur les femmes, il faudrait au minimum qu'il y ait un certain nombre de thèmes qui soient abordés. J'ai parlé de la maternité tantôt, on parle du vieillissement. Il y a aussi le leadership, qui est une question hyper importante. Et on fait le tour des salons du livre en ce moment un peu partout au Québec. On rencontre toutes sortes de chambres de commerce, de groupes de toutes sortes. Et il y a beaucoup la question du leadership qui revient. Et Caroline Cody fait un travail absolument formidable. Effectivement, 14 des sièges sur les conseils d'administration des grandes corporations canadiennes, c'est évidemment pas beaucoup. Et ça bouge pas beaucoup, ça bouge pas assez vite. Et la question que tu me poses, c'est la question que Michelle Obama, lorsqu'elle est venue à Montréal l'an dernier faire une conférence, le parterre était évidemment plein de gens qui avaient acheté des billets pour plusieurs milliers de dollars. Et elle a des gens d'affaires, donc, et elle a demandé combien, parce que tout le monde est d'accord avec le principe qu'il y ait plus de femmes. Mais pour qu'il y ait plus de femmes, il faut que des gens laissent leur place. Et donc, elle a demandé, vous qui êtes ici, les hommes, qui ici serait prêt à laisser sa place sur un conseil d'administration? Et je poserai la question aux femmes blanches. Qui ici
est prête à laisser sa place à une personne racisée pour s'asseoir à ses côtés, ou pour prendre sa place, ou pour prendre la relève, ou pour que la roue tourne. On est tous dans des situations, les privilégiés, et je ne dis pas que vous l'êtes toutes, mais j'en fais partie, donc les privilégiés, on a tous cette responsabilité-là dans le leadership. Le leadership tel qu'on le connaît, tel qu'il a été érigé, est un leadership beaucoup, beaucoup basé sur des comportements masculins, parce que ce sont eux qui ont constitué le pouvoir presque depuis le début des temps et presque dans toutes les sociétés. Donc, c'est ça qu'on connaît comme leadership corporatif. Mais il faut accepter que les choses se fassent différemment lorsqu'on aura des profils différents comme leader. Et le leadership, c'est élever tout le monde. C'est élever tout le monde ensemble pour arriver soit à de meilleurs résultats financiers, mais à de meilleurs résultats humains également. Et il y a un obstacle majeur au leadership des femmes. Et j'entends beaucoup parler du manque de confiance des femmes. Moi, cet argument-là, je suis plus capable de l'entendre. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord parce que j'ai pas envie de dire que c'est la responsabilité des femmes, puis encore rendre les femmes responsables du fait qu'elles n'ont pas confiance en elles. Je pense que notre cours est plein en termes de culpabilité et de responsabilité. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette idée du manque de confiance fait tellement l'affaire du système masculin qui est en place. Parce que pourquoi les femmes n'ont pas confiance en elles? Pourquoi lorsqu'elles arrivent à un poste où est-ce qu'on leur offre un poste de direction, elles refusent? Pourquoi elles se posent la question si elles peuvent appliquer pour un travail qui leur demande des ressources qu'elles croient qu'elles n'ont pas? Pourquoi elles sont leurs propres freins? Elles sont leurs propres freins parce que depuis toujours, depuis qu'elles sont petites, à chaque fois qu'elles ont eu confiance en elles, on leur a démontré de toutes sortes de façons que c'était pas, qu'il n'y aurait pas un résultat positif, qu'une marque de confiance en soi n'est pas nécessairement une marche sur laquelle on monte pour gravir les marches. Souvent, quand on est confiance en soi, on est celle qui est insupportable, on est celle qui est l'emmerdeuse, on est celle qui empêche de tourner en rond, on est celle qui prend trop de place, on est celle... et de très petit. Donc, le manque de confiance en soi est une idée à défaire et elle est une construction par le système en place. Donc oui, effectivement, les femmes manquent de confiance en elles et c'est un frein au leadership. Mais il va falloir qu'on commence à récompenser la confiance en soi et qu'on considère qu'une femme qui élève la voix n'est pas hystérique, mais qu'elle est motivée par les mêmes raisons qui fait qu'un homme élève la voix. Il va falloir qu'on comprenne qu'une femme qui met le poing sur la table n'est pas SPM. Elle est en position de frustration. Elle est comme un homme met sur la table. On dit, ah, lui, il a du leadership. Lui, il sait comment manier ses troupes. Il sait comment... Alors, il y a les larmes d'un homme politicien. Barack Obama verse des larmes que c'est donc un être sensible. Chez nous, on a eu dans la même semaine une ministre québécoise qui a versé des larmes parce qu'on avait ras-le-bol d'une situation. C'était une hystérique finie, émotive, qui n'était pas capable de se retenir. Donc, tout ça fait en sorte qu'effectivement, se rendre au leadership, dans la façon dont le leadership est construit aujourd'hui, c'est très, très difficile. Donc, il y a beaucoup de choses à changer et à revoir. J'aimerais ça que tu glisses un mot sur... Je parle trop, là. Vas-y, toi. Non, mais vous comprenez pourquoi je l'aime, n'est-ce pas? Non, mais quand tu parles de l'embauche, qui ont fait des curriculum vitae, je trouve ça intéressant. Alors, rapidement, deux petites histoires rapidement. Tu vas prendre un café après. Il y a une étude américaine qui, exactement dans l'idée de ce que je viens de dire, une étude américaine, 2 CV, curriculum vitae identiques. Un avec comme nom Heidi, l'autre avec comme nom Henri. Identiques. Alors, où l'homme avait eu plusieurs emplois au cours des 10 dernières années, il voulait en apprendre davantage, il voulait compléter ses formations, il était ambitieux, la femme n'était pas capable de garder un emploi. Même chose. Où l'homme a eu des positions de gestion, a organisé beaucoup de comités, était beaucoup au centre de sa société entrepreneuriale. Lui, il était rassembleur, elle était contrôlante.
Donc, il y a plein d'exemples comme ça qui font voir que il y a des billets, cognitifs absolument énormes. Et les grands orchestres du monde ont, il y a plusieurs années, commencé à faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire des auditions pour les musiciens derrière rideau et avec tapis. Donc, on ne pouvait pas reconnaître les pas des femmes et des hommes et on ne pouvait pas, évidemment, les voir. Donc, quand les grands orchestres symphoniques se sont mis à embaucher de cette façon-là, la proportion des femmes a augmenté de 40 Donc, je veux bien, moi, qu'on dise aux femmes d'aller sur les CA, puis qu'on leur dise d'être leader, puis qu'on leur dise de faire des autres études commerciales et tout ça, mais reste que beaucoup de choses sont à changer. Et ça changerait si les femmes étaient au pouvoir, mais les femmes ne sont pas au pouvoir. Donc, tant qu'elles sont pas au pouvoir... Donc, c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel on est. Et là, évidemment, ça a l'air dramatique, puis on dirait qu'on s'en sortira jamais. Mais tout ça pour dire qu'on en est tellement plus conscients, puis il y a tellement plus d'initiatives qui se font en ce moment dans ce sens-là. Donc, on est quand même rempli d'espoir. Oui, tout à fait. Mais comme vous pouvez voir, on n'est pas des conférenciers. Moi, pendant 10 mois de temps, on a eu un énorme plaisir à avoir des échanges comme ça, parce que autant au niveau de l'intime, comme on vous disait au début, ou autant au niveau du collectif, moi, j'ai appris énormément de choses à travers toi. J'espère que tu en as appris une ou deux de moi. Absolument, notamment le fait que quand tu... T'es pas obligé de répondre. Non, mais en fait, notamment le fait que, parce que Alain a ce grand souci à travers tout ce qu'il fait, tous ses ouvrages, et celui-là en est un, mais c'est une pierre dans un grand, j'allais dire un mur, on n'aime pas les murs, dans ce grand plancher sur lequel on va tous marcher, que Alain est en train d'ériger pierre par pierre. Et pour Alain, ça passe beaucoup par l'éducation. J'aimerais que tu me parles de quand tu vas présenter, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais on y va bientôt avec Moi aussi j'aime les femmes, présenter à des étudiants. Mais toi, tu l'as fait avec Moi aussi j'aime les hommes. Oui, je l'ai fait avec Moi aussi j'aime les hommes. Je l'ai fait avec mon premier livre, Une âme et sa quincaillerie, où je traite de santé mentale et d'accompagnement en fin de vie. Et un peu comme Caroline Cody, moi, je crois beaucoup que c'est un des premiers jalons qu'il faut vraiment tenir compte, parce que l'autre jour, on était à Drummondville. Et il y a un type qui était à la sonorisation qui a posé la question. Il a dit, écoutez, moi j'ai 3 filles, une de 6 ans, une de 8 ans, une de 9 ans. Et il a dit, qu'est-ce que moi je peux déjà leur donner comme outil à ces jeunes femmes-là dans la vie? Bon, donc ma réponse a été, écoutez, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Cependant, je crois en une chose que moi j'ai eue chez moi. J'ai dit, si déjà vous pouvez commencer à leur dire qu'elles sont belles et qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent dans la vie, déjà ça va mettre un peu de plume à leurs ailes. Et quand elles vont sortir de la maison, elles arriveront à voler un jour. Donc je pense qu'il faut partir à la base. Et moi, je trouve que les enseignants sont une courroie de transmission tellement importante. Ils ont un beau pouvoir, justement, de faire entrer des livres dans des programmes, d'inviter des conférenciers, tout ça. Et moi, il y a un professeur qui a vraiment changé ma vie quand j'avais 9 ans. Ça fait longtemps. J'adorais les sports. J'étais très bon dans les sports, d'ailleurs. Et une journée, un samedi, on avait un genre de, je sais pas, c'était un genre de triathlon, en tout cas. Ça durait toute la journée, à courir à gauche, à droite, à monter, à descendre. Et à la fin de la journée, il y avait 4 kilomètres à faire, mais genre intense. Et moi, j'étais intense, donc ça tombait bien. Et donc, je pars à courir comme un fou. Et j'arrive en haut de la côte, parce que ça finissait sur une espèce de pente. Et j'arrive en haut, et il me dit, « Est-ce que tu crois que tu es le meilleur? » Ben, je fais... oui, je suis tout seul, oui, je pense que oui. Il dit non. Il dit, regarde tes collègues en bas. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent, mais ils n'arrachent un petit peu. Quand tu vas redescendre la côte, puis tu vas les aider à monter, là, tu vas être le meilleur. OK. Fait que moi, le clown, je suis reparti en bas, je suis remonté, je suis reparti. Tout ça pour dire que, quand je disais tantôt, à échelle humaine, on fait ce qu'on peut. Moi, j'aime écrire. J'écrirai toute ma vie. J'écris des chansons pour des artistes au Québec depuis 20 ans. Là, en 4 ans, ça fait 4 livres que je sors. Mais je ne suis pas bon dans la science-fiction ni dans les romans policiers. J'écris sur ce qui m'interpelle. Et peut-être avec une petite plaquette comme ça, c'est ma façon à moi de poser une pierre. Puis j'espère que nos réflexions en donneront d'autres aux gens. Absolument. Oui. Et c'est drôle parce que hier, on parcourait le programme de... en fait,
le thème génération. Oui. Le mot génération est accolé au thème de cette année. Puis tu parcourais la programmation hier, puis il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux. Oui, tout à fait, parce qu'on parle de transmission, de génération, on parle de vieillissement. Mon prochain livre s'intitulera « Moi aussi, j'aime les vieux ». Oui, ça va être Parce que- super oui, intéressant, oui. parce que je pense probablement que vous avez les mêmes... Je suis en On train a de les me mêmes plugger pour dans problèmes. 2 ans. Les mêmes problématiques concernant le vieillissement de la population. Là, c'est pas simple. Moi, j'aime beaucoup Hélène Penneau, une auteure qui est décédée il y a 6 ans. Et ça va être, cette phrase-là va être la préface du livre. Elle dit « Il faudrait commencer à aimer les vieux alors qu'ils sont tout petits ». C'est tellement Ouais, beau. c'est magnifique, Hein, ça. c'est beau. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé hier dans la programmation quand je lisais que 8 des femmes qui ont plus de 50 ans sont représentées au grand écran. Donc, c'est un peu hallucinant. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté à ce qu'on mette les sexes, la diversité, la religion en avant des individus. Je me dis, on ne sera jamais égal, personne, si on fait toujours ça. Et ça m'a amené à penser l'autre jour, dans une entrevue, tu as dit que toi, tu avais le goût Oui, de voir parce ta que face de 50 ans. On parle beaucoup de diversité. C'est un thème chez nous qui est extrêmement fort. Donc, on parle aussi beaucoup d'intersectionnalité, qui est pour moi sinon le plus grand enjeu du féminisme à venir. Donc, cette espèce de façon qu'on a de militer juste pour les besoins de notre classe, de notre catégorie, et qu'on oublie totalement que les enjeux et les besoins et les militantismes sont différents. Et bon, on parlait de responsabilité des hommes. Il y a vraiment ce besoin essentiel, vital, pour une intersectionnalité, pour une diversité. Et diversité, c'est oui, diversité des membres des communautés, des membres de la diversité, mais c'est aussi diversité sexuelle. Nous, par exemple, à la Fédération des femmes du Québec, qui est notre grand organisme qui chapeaute, nous avons maintenant, la présidente est une trans. Et évidemment, ça suscite toutes sortes de débats chez les féministes eux-mêmes. Il y a des diversités corporelles de poids. On parle beaucoup de la diversité corporelle, mais pas juste de poids, de toutes sortes de diversité. Il y a aussi la diversité concernant les visages vieillissants qu'on tend à vouloir effacer. On devient invisible à partir d'un certain âge et ça demeure un combat qui est... On a beau avoir les valeurs féministes à la bonne place, puis être transparent, puis vouloir être authentique et honnête, il reste quand même qu'on a des dualités, puis qu'on a des ambivalences, les femmes et les féministes. Et parmi ça, il y a la vieillesse. On le voit à travers le programme, il y a plusieurs sujets. La retraite, par exemple, les femmes comédiennes de plus de 50 ans, tout à l'heure avant nous, la fécondité des femmes. Et effectivement, je me plais ces temps-ci dans les médias et ça fait beaucoup réagir parce que c'est rare qu'une personnalité publique qui vit sa vie devant les caméras parle de ces enjeux-là chez nous. Moi, j'ai eu quelques interventions au visage, injections, botox, remplissage de toutes sortes de craques, puis de plis, puis tout ça. Et à un moment donné, mon chum et mon meilleur... D'une telle subtilité. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est des petits plis, puis à un moment donné, plus on vieillit, ça devient des craques, carrément. Et donc, mon chum, qui a 49 ans, et mon meilleur ami, qui a 22 ans, les deux, dans la même semaine, sans se consulter, m'ont passé un petit commentaire, genre, ben, ce serait moche qu'à un moment donné, tu ailles trop loin, tu sais, parce qu'on en voit tous les jours des gens qui vont trop loin. Là, il fait noir ici, je peux pas vous voir, mais il y en a peut-être ici qui sont allés un peu trop loin. Mais bon, bref. Ça pour dire parce qu'on arrange ça ici, ça tombe là. Après ça, on se fait arranger ça, ça tombe là. Je veux dire, c'est à ne plus finir. Puis après ça, si on descend en bas du cou, oublie ça. Là, on en a pour des années de réparation sur le reste du corps. C'est vrai. Donc, je me suis dit, moi, mon geste militant, c'est d'arrêter de tout faire. Parce que je connais pas ma face de 44, je connais pas mon visage de 45, j'ai aucune idée à quoi mon visage de 46, 47, 48 ressemble. Là, j'ai 48. Le Botox commence est arrivé à la fin de son espérance d'efficacité. Mais je vais voir ma face de 50 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose on n'en parle pas beaucoup.
Mais il y a de ça aussi dans le droit qu'on a de vieillir. Il y a le droit, parce que comme le mythe de la confiance, on entend beaucoup de messages, les femmes n'ont pas le droit de vieillir, mais les femmes ne se donnent peut-être pas tant le droit de vieillir non plus. Je pense que c'est les deux aussi. Puis il y a aussi cette dualité-là. Il y a aussi ça qui fait que dans le milieu du travail, dans nos relations interpersonnelles, il y a ça qu'il faudrait qu'à un moment donné, que ça cesse de prendre autant de place. Moi, j'ai une question pour toi. Le fait que tu sois animatrice télé, trouves-tu ça, c'est quand même de la lumière préfabriquée que tu as sur toi à tous les jours? Est-ce que tu trouves ça audacieux, en dehors du fait de toi personnellement? Mais c'est pas ça qu'on voit dans les médias. Audacieux, mais pour moi, tout à l'heure, on parlait de responsabilité et de faire des gestes qui sont à la mesure de nos responsabilités. Ouais. Des fois, c'est envoyer un courriel, des fois, c'est encourager quelqu'un, des fois, c'est donner 100 000 $ à une fondation. On a tous des moyens différents. Moi, pour toutes sortes de raisons, j'ai ce moyen-là de militer et de dire, moi, j'ai envie de montrer l'exemple. J'ai envie qu'on envoie des rides à la télévision. J'ai envie de pouvoir faire une émission légère, jeune, branchée, tout en ayant les rides, puis dans 2-3 ans, j'espère avoir les cheveux totalement gris. Moi, ça fait partie des choses que je peux faire, que j'ai envie de faire, mais je pense que c'est important qu'on voit ça à la télévision, parce que ma mère me passait la réflexion il y a quelques années. Elle dit, je pense qu'en ce moment, on est en train d'élever la dernière génération de gens ridés. Parce que ça commence à 20 ans, là, le botox, puis les ci, puis les ça. Donc, c'est pas, pour moi, je sais pas si c'est audacieux, mais ça fait partie des gestes que moi, j'ai envie... Dans ton engagement, toi. Dans mon engagement, effectivement, à moi. Est-ce qu'on termine avec une petite lecture? Je peux vous chanter une chanson? Vous voulez pas. Vous voulez pas ça. Mais Alain a écrit des chansons, entre autres, pour Bruno Pelletier, mais on n'a pas Bruno Pelletier avec nous pour vous chanter la chanson. Non, je vais sauter un tour cette année, si ça ne vous dérange pas. Je vais vous lire un petit extrait du livre. Il y a des femmes qui aiment les hommes, il y a des femmes qui aiment les femmes, il y a des femmes qui aiment les hommes et les femmes. En fait, il y a des femmes qui aiment tout le monde. Il y a des femmes qui, à l'étroit dans leur peau, se retrouvent un jour dans le corps d'un homme. En réalité, il y a des femmes qui sont des hommes, tout comme il y a des hommes, en réalité, qui sont des femmes. Ce sont des choses qui arrivent, c'est comme ça. La vie s'est trompée à leur endroit. Mais quel bonheur de pouvoir faire des choix. Une chose est certaine, les femmes, comme les hommes, c'est comme les fleurs, chacun rêve d'une part de soleil. Il y a des femmes béliers ascendant taureau, d'autres cheval de feu ou bien rat. Chaque femme est un univers en soi. Peut-être qu'elles ont des objectifs similaires et des similitudes, mais chacune est unique. Il y a des femmes épanouies, déterminées, enjouées, privilégiées, adorées. Il y a des femmes seules, éprouvées, usées, surmenées et délaissées. Il y a des premières de classe qui prendront jamais leur place. Il y a des adeptes des écoles buissonnières qui bâtiront des empires. Il y a des blondes, des roses, des rondes et des minces. Il y en a de couleur noire, blanche, d'autres jaunes. Il y a des espiègles, des lunatiques, des bienveillantes, des tendres et des amoureuses. Il y en a d'origine mauricienne, française, birmane, danoise, péruvienne et congolaise. Et il y a des femmes cougars, des femmes fontaines et des femmes girafes. Des femmes, c'est comme les hommes. Il y en a pour tous les goûts. Chacune, à chaque instant, court la possibilité d'entrevoir sa beauté reconnue dans l'œil de l'étranger ou de l'admirateur qui la regarde. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. Merci.